Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Et c'est l'épisode exceptionnel annuel puisque nous sommes réunis à Devoxx Paris. On a le plaisir donc d'être réunis ce soir pour vous parler un petit peu de tout ce qu'on a pu voir tous communément, récemment, dans les news. Alors, évidemment, nous avons certains usual suspects de cet événement. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre Zem, qui était déjà là, je crois, lors du dernier enregistrement que nous avions fait ici à Devoxx. Tu as eu le plaisir d'aller à Washington pour une conférence récemment et tu voulais nous en parler un petit peu. Ouais. Ok. Donc il y a 10 jours, j'ai eu la chance de faire mon premier voyage aux US et d'aller à une conf qui s'appelle Bug Bash. Donc c'est une conf qui est pas du tout connue. C'était la première édition. C'est organisé par une boîte pas du tout connue qui s'appelle Antithesis. Et c'est une entreprise qui fait du test autonome. En gros, leur pitch, c'est de venir trouver les bugs de façon complètement autonome. C'est-à-dire, en gros, ils font de la recherche de bugs sur n'importe quel type de logiciel. C'est un peu basé sur les mêmes histoires de simulation que FondationDB, mais porté beaucoup plus loin. Pour donner une idée, c'est une boîte qui est capable de résoudre Super Mario Bros de façon déterministe. Donc on t'imagine, tu t'écris un programme qui fait de l'aléatoire sur les boutons de la NES. Et en fait, ils sont capables de résoudre et de battre le jeu Super Mario Bros. Et en plus de trouver un moment où le Mario passe à travers le mur. Non, c'est assez impressionnant. Et donc ça, c'était il y a 2 ans. Ils ont fait une vidéo qui a été diffusée à System Distributed, qui est une autre conf. Donc la vidéo est assez connue parce que tu n'as pas beaucoup de plateformes de test qui te cherchent des bugs dans des jeunesses, tu vois. Et donc ils ont organisé leur première conf, donc c'était à Washington, et c'était vraiment impressionnant. Donc pendant la keynote, ils ont cassé la base de données etcd. Donc en recherche de bugs autonomes. Donc ils vont travailler avec la CNCF pour fixer les bugs. Et il y avait plein de confs assez intéressantes sur plein de domaines, sur la résilience des logiciels et comment écrire des stratégies de test un peu énervées. C'était vraiment chouette parce qu'en fait, il y avait tous les gens de la communauté système distribué. Donc, tu avais les cockroach, des contributeurs cockroach, des contributeurs TiDB, tu avais des gens de chez Google, tu avais des gens de Dockside, tu avais vraiment tous les gens qui bossent autour des systèmes distribués. C'était vraiment une conf à 200 personnes, super intéressante. Une conf à 200 personnes. Ouais. Ah, donc vraiment le truc minimaliste. Quoi. Minimaliste, ouais, mais tu pouvais discuter avec des gens super bien. Et alors, moi, je me pose la question, mais j'ai aucune perception de ce que ça représente de vouloir péter etcd, quoi. Et de qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut faire, quelles sont les pistes, comment on s'oriente vers ce sujet-là, quoi. En fait, le pitch de la boîte, c'est trouver des bugs dans des systèmes distribués, c'est chiant. Tu as une stratégie qui est de faire une stratégie par simulation et d'aller chercher des bugs, mais du coup, ça t'oblige à devoir coder ton logiciel avec le simulateur from day one. C'est pas donné à toutes les entreprises de pouvoir faire ça. Et donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont ils ont abstrait tout ça et en fait, alors, leur tech est assez ouf. Ils ont rendu un hyperviseur complètement déterministe. Donc en fait, tu bootes 2 fois la machine virtuelle avec la même seed. Tu vas avoir le même layout en RAM à la fin du boot. Donc littéralement la même chose. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont capables de snapshotter la RAM à tous les instants de ton programme. Et donc en fait, ils sont capables de traverser l'espace de ton programme tout le temps. Donc comme ça, quand ils retrouvent un bug, en fait, ils sont capables de rewind dans la RAM et pour pouvoir aller rechercher d'autres bugs. Et ça, ils le font de façon autonome dans le truc. C'est des gens, en fait, c'est leurs clients, c'est MongoDB,
c'est Cockroach, c'est des gens en fait qui ont des logiciels complexes en distribués et qui veulent trouver d'autres bugs. Et j'imagine que dans cette conférence, tu as dû pouvoir rencontrer le vénéré Kyle Kingsbury. Oui, il y avait Kyle Afir. il y avait Afir qui a fait une conf sur les derniers logiciels qu'il a cassé. Ouais, c'était assez rigolo de voir Afir sur scène. Ouais. Oui, pour ceux, je me souviens à une époque, quand on parlait souvent de Afir, on regardait aussi ce qu'il mettait sur son compte Twitter et c'était quand même assez délirant le personnage. Disons que il a disparu à un moment, juste avant sa conf, il disparaît pour mettre sa tenue en cuir. Ouais, c'était un peu. C'est vraiment un personnage, ouais. Mais très très sympa par contre pour discuter avec lui, il était vraiment trop cool comme personne. Juste avant l'enregistrement de ça, on a discuté d'un autre truc qui t'a un petit peu et qui fait écho avec une actualité super récente. Chez Clever, vous êtes utilisateur de Windsurf. Et tu me disais que ça t'avait vraiment bluffé sur la manière de laquelle ce truc fonctionnait et sur ce qu'il était capable de faire et qui va bien au-delà de ce qu'on voit sur les assistants de coding ces derniers temps. Ouais, je peux en parler un peu et puis je passerai peut-être le micro à Horacio qui a pas mal joué avec. Windsurf, donc c'est un concurrent à Cursor, donc c'est pour faire de l'assistanat de code en fait. Et on commence à tester ça côté Clever et j'ai été vraiment très bluffé du support en Rust où moi je travaillais sur des briques un peu low level de data fusion à intégrer dans du contexte. On était en train de réécrire un plan physique avec du data fusion, donc c'est jamais des choses assez faciles. Et j'avais passé quelques jours à coder un truc tant bien que mal. Et puis Quentin nous demande de tester le Windsurf. Et donc en fait je lui dis je vais reprendre ce que j'ai fait pendant 2-3 jours. Je vais reprendre from scratch et je vais lui dire de refaire ce qu'il a fait. Et le petit Saligo a refait mon travail en mieux en 30 minutes. Donc c'était vraiment impressionnant parce qu'en fait il est capable vraiment de parcourir la librairie dans son contexte. Et Windsurf a la capacité en fait de pouvoir voir la sortie de la compilation. Donc quand tu lances nous on travaille beaucoup en Rust et du coup en Rust c'est très verbeux sur comment tu peux fixer ton problème, quel est les fautes de compilation. Et du coup en fait le support Rust est vraiment incroyable et donc en fait on le voit itérer dans la compilation et quand on est capable de lui donner un contexte de simulation, donc en fait quand on lui donne des tests un peu comme du TDD où tu vois vas-y fais-moi passer ce test là, en fait on le voit itérer et ça marche vraiment très 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 bien. Donc tu es en train de dire que finalement ça vaudrait peut-être le coup de faire, me concernant par exemple, la 12e tentative de me mettre à Rust, aidé d'un outil comme ça. Why not? Moi je sais qu'en fait ça m'a dupliqué ma capa de dev. En fait, là, je ne suis pas si sûr dans ton cas en concret, parce que je trouve, mon expérience avec Windsurf, c'est que ça aide énormément quand c'est sur quelque chose que tu connais bien. Ouais. Il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas le truc qui va te rendre hyper productif dans un langage nouveau, ça va t'aider à apprendre, mais là où ça brille énormément, c'est quand c'est quelque chose que tu connais, tu sais les bonnes questions à poser, tu sais comment les guider. Comme tous les LLM, finalement. Mais là, c'est encore plus le fait qu'il soit aussi autonome. Pour moi, la métaphore, c'est comme avoir avec toi deux ou trois bons juniors sur lesquels tu peux déléguer des parties et que quand ils n'arrivent pas, ils vont venir te voir, ils vont itérer et toi, tu vas pouvoir te centrer sur d'autres choses et tu vas pouvoir surtout les guider. Ouais. Et là, la différence, c'est énorme. Donc, c'est un peu le même effet que dans les LLM en général, mais ce qui est très intéressant sur Windsurf, comme Pierre a dit, c'est le côté, ce qu'il s'appelle le mode cascade, dans lequel tu as des vraies conversations sur ton code, mais lui, il a accès à ta base code, à ton terminal, il peut lancer des commandes, il peut récupérer les résultats, et du coup, il arrive à itérer en mode agent tout seul
sur les choses, il boot, il teste, ah non, c'est pas bien, et il te raconte sa life pendant qu'il réfléchit, parce que des fois il te raconte, ah non, je me suis trompé. Oui, d'accord, continue. Ouais, mais d'un autre côté, le fait de Et s'enterrer, c'est quand même pas mal. c'est Pour comprendre. ça, c'est une autre. Je l'ai testé avec des juniors et des étudiants, et effectivement, c'est très sympa dans une démarche d'apprentissage. Par contre, il ne va pas te faire l'appli tout seul comme certains attendent. Donc, oui, effectivement, tu peux te servir pour t'aider à apprendre. Par contre, quand tu te sers sur un truc sur lequel tu es à l'aise, les gains, c'est énorme. Moi, un de mes problèmes, c'est que j'ai passé de temps, j'ai des enfants, c'est compliqué, et mes side projects, je ne trouvais jamais le temps de les faire. Et là, quand j'ai 1 heure par-ci, 1 heure par-là, 2 fois par semaine, j'arrive à, ah oui, mais là, je peux avancer des choses. C'est Ouais. pas la sensation éternelle de frustration de je finirai pas ce projet avant 2042, quoi. Ouais, non, mais c'est évident qu'il y a quand même un vrai sujet de productivité qui est, comme tu dis, qui permet d'accélérer et de se dire que des trucs rébarbatifs sur lesquels tu aurais passé un temps inouï à faire, sur lequel tu aurais fait quitter et ainsi de suite, lui, il va étirer plus vite que toi. Ah, Quoi. clairement, ça booste la productivité. J'ai vraiment été bluffé, moi, de mon côté. En Rust, ça marche très bien. En Scala, on a des collègues qui ont testé et en fait, ils étaient même capables de prendre le coding style du projet Ça, c'est énorme. pour l'appliquer, en fait. Et à partir de là, quand tu commences à avoir quelque chose qui est capable de copier ton style de code, ça commence à devenir Ouais, vraiment tu te dis intéressant. qu'il y a quand même une création de contexte qui est hors du commun. T'es pas sur un truc standard où on dit toujours. Il y avait quand même ce truc de dire Visual, comment ça s'appelle, GitHub Copilot. Le machin, il te sort le code le plus moyen qui existe sur Terre parce qu'il a tout le truc. Alors que là, il semblerait qu'il y ait quand même un truc énorme sur la base de ce que tu lui donnes. Et alors là où je suis stupéfait, parce que moi j'ai déjà eu l'occasion de regarder l'API de DataFusion, la documentation est quand même remarquablement naze. voilà, tu as résumé. Il n'y a pas finalement. beaucoup de docs, ouais. Il n'y a Non, pas beaucoup de docs. Moi, je dis très vite jeter l'éponge en me disant ce machin-là, je vais avoir du mal à l'utiliser quand même. Et là, visiblement, tu lui donnes la base de code de DataFusion et il arrive à t'en sortir quelque chose. Après, il faut toujours le guider. Les 6 jours que j'ai passés à Dev, Avant, tu vois, oui. ils ont forcément servi. C'est juste qu'en fait, ça a permis d'aller beaucoup plus vite. Et maintenant, en fait, tu apprends à travailler avec ce genre d'outils. Pour générer de la doc, c'est plutôt pas mal aussi. Faut voir ça comme un truc qui va surmultiplier ta capa de dev. Moi, c'est vraiment comme ça maintenant que je le vois. Et ça marche vraiment très bien. Un truc que je trouve bluffant, c'est quand tu ouvres avec Windsurf un projet et tu le dis, va le lire et explique-moi comment ça marche. Pour faire le reverse engineering d'un Mais le truc que tu contexte récupères, c'est quand même pas mal, quoi. Oui, mais à différence de la capacité qu'il a à analyser et à itérer sur son analyse et sur tes sources et aller voir des sources de documentation externe. Ah tiens, je vois que tu utilises tes librairies, laisse-moi aller voir. Et il te fait une analyse qui est assez bonne. Et en plus, si tu prends un vieux projet, machin, quelque chose que tu veux migrer, qui n'était pas documenté, tu le dis, tu me le récupères, tu me le documentes, et là on va commencer la migration. Là, c'est à tomber par terre parce qu'il reprend ton style de code et il va chercher tout seul. Là, cette bibliothèque-là est de déprécier, mais il était remplacé par tel autre, laisse-moi te proposer de... Et tac. Il y a des gens qui essayent de l'utiliser pour dire, bon, fais-moi ça. Et il le laisse en complète autonomie. Moi, personnellement, comme la métaphore de junior qu'il y avait, je préfère le guider, le demander de faire les choses petit à petit, et là, c'est bluffant. Moi, ce que je vois dans les entreprises là depuis quelques temps, c'est des entreprises qui disent par rapport au LLM, alors je parle même pas de coding, mais ils disent il faudrait que tout le monde utilise les LLM de la même manière. Et sur un outil comme ça, j'imagine que si on lui donne la base de code qu'on a déjà, si on lui donne le style de code et ainsi de suite, ça va faire que finalement on va réussir à converger vers un usage qui est assez uniforme de par les différents développeurs qu'il peut y avoir dans une équipe, quoi. Je pense que si tous les développeurs travaillent sur les mêmes projets,
bah, l'LLM va s'intégrer très bien dans ces projets-là parce qu'il va avoir un style de code unifié et tout ça. Après, mon expérience avec mes collègues de Clever qui l'utilisent, c'est que chacun l'utilise plus ou moins de sa façon. Chacun a expérimenté et a trouvé un workflow qui le convient, si tu vois. Et je pense que je ne l'utilise pas du tout de la même façon quand je mets à récupérer mes vieilles web components et j'essaie de les migrer d'un vieux truc à un truc récent, que quand je m'attaque à faire des codes type backend ou des codes dans un langage où je suis plus ou moins à l'aise. Je pense que l'uniformisation, ce n'est pas pour moi un objectif parce qu'un des avantages de l'LLM pour moi, c'est qu'il peut s'adapter. Et donc, ça serait dommage de devoir coder pour l'LLM quand l'avantage, c'est qu'il peut s'adapter à des différentes façons de faire. Et donc, je pense qu'on a intérêt à expérimenter un petit peu. Nous, on essaye de suggérer aux gens de les tester, de se faire sa propre opinion et la façon de l'utiliser que soit la plus productive pour eux, plutôt qu'uniformiser. Mais c'est mon avis. Alors Horatio, puisque tu as le micro, Oh mince, je pensais que j'allais me débarrasser. c'est pas un épisode, on n'est pas dans un Massy X Big Data Hebdo, hein, mais tu vas continuer à parler puisque tu nous as, tu m'as dit l'autre jour là que tu avais travaillé un petit peu sur ta veille. Et comme me disait un prof que j'avais à l'école, il disait les fainéants sont les mecs les plus intelligents. Et donc visiblement, Dans ce cas-là, je suis très intelligent. ta fainéantise t'a amené à faire des trucs assez malins pour pouvoir gérer ta veille technologique. Ce n'est pas que ma veille, c'est tout mon... Je suis dans plein de Slack et Discord communautaires, de par mon métier de DevRel, de par de la veille. Tiens, il y a telle librairie, le Slack, je vais aller. Mais je me retrouve à quelque chose comme une soixantaine de Slack et une vingtaine de Discord que je voudrais essayer de suivre. C'est ridicule, je n'ai jamais réussi, j'ai toujours été frustré. Et en plus, je m'inscris toujours au suivant. Tiens, je viens de tester cette librairie-là. Il te dit, inscris-toi au Discord. Qu'est-ce que tu fais, abruti? Bah, tu t'inscris. Mais, justement, quand j'ai commencé à jouer avec ça, je me disais, moi, ce que je voudrais, et là, je me suis mis à rêver, je voudrais un outil qui va lire tous les channels de news de ces Discord et de ces Slack et qui va me faire tous les soirs ou toutes les semaines, selon si ça m'intéresse plus ou moins, un résumé, mais un résumé des news importantes avec les bons liens, des discussions importantes avec les bons liens, quelque chose que je puisse, en 20 minutes ou une demi-heure par semaine, au moins avoir un vernis de ce qui s'est passé et avoir des pointeurs pour aller lire les trucs qui m'intéressent vraiment. Et donc, dans ma tête, ça fait penser tout de suite moteur de workflow. Donc, j'avais joué beaucoup avec N8N à une époque, parce que N8N pour automatiser. Et là, j'ai dit, peut-être maintenant, avec l'LLM, on arriverait vraiment à donner des résumés. Je ne sais pas qui me disait tout à l'heure que, ouais, mais les résumés de l'LLM sont pourris, qu'ils soient un peu moins pourris. Donc, je me suis fait plusieurs workflows qui vont sur tous mes Slack et tous mes Discord récupèrent. Après, j'agrège ça et je les file à des LLM. Donc, j'ai testé plein parce qu'on passe par un gateway d'LLM qu'on a fait chez Clever qui s'appelle Clever AI, qu'on sortira bientôt. Mais voilà, il y a l'avantage de l'avoir en avant-première. Et je l'ai testé, envoyé des résumés à des LLM. J'ai testé les derniers modèles de OpenAI et je me suis rendu compte que maintenant, des modèles comme Llama 3.3, le 3.4 il n'est pas testé encore, sont déjà assez pour te faire des résumés de conversation bien faits, modulo que tu fasses un bon prompt. Donc là, j'avais testé à faire plein de prompts et j'ai découvert un projet très intéressant qui s'appelle Fabric, que en gros c'est une communauté de gens qui disent tout le monde est en train de crafter ses propres prompts. Il y a certaines tâches qu'on peut essayer de les faire de façon communautaire. Et donc, ils sont une centaine de prompts adaptés pour une réunion, pour une conversation, pour un machin, pour faire des résumés, pour montrer les points clés. J'ai pris celui des résumés de conversation, je l'ai un peu adapté. Et derrière, je reçois dans mon Slack à moi
des messages tous les semaines, ou pour certains tous les soirs, avec les résumés, les liens et tout. Et honnêtement, ça m'a changé la vie. Parce que oui, certes, je survole, mais au moins, quand je me tiens plus à courant de « Ah tiens, il y a un truc qui m'intéresse que sinon je le découvrirai par hasard 2 mois après via un message Twitter, un Blue Sky, on va savoir. » Et de toute façon, si au quotidien, vu la quantité qu'on a à lire, je suis pas certain qu'on en retienne bien plus que les 2 lignes de résumé que tu as récupérées. C'est déjà énorme. Et donc, ça c'était ma fainéantise numéro 1. Et là, il y a une autre frustration. Je commence à être vieux, je ne sais pas, vous, mais j'ai de mal, je n'arrive pas à passer des heures et des heures sur YouTube à regarder des choses et à rebondir d'un à l'autre. Et pourtant, il y a plein de vidéos que sur le papier, ça pourrait m'intéresser, mais je ne vais pas me lancer à regarder 1 heure de vidéo comme ça et après une autre. Donc, je me suis complété ça avec une petite appli dans laquelle je le pousse pendant la journée les liens de vidéos que sur le papier pourraient m'intéresser. Et le soir, il y a un autre workflow qui passe. Il va récupérer la transcription de la vidéo. Il va l'envoyer aussi à un Llama 3 qui va me faire un résumé de la vidéo. Et là, 10 minutes le soir, je lis le résumé. Celui-là, bon non, je m'intéresse pas. Il te sort les timecodes intéressants et il te fait un short avec ou pas? Non, tu ne fais pas les shorts, mais les timecodes intéressants, oui, parce que je l'ai dit, sortez-moi les principaux sujets de la vidéo et tu me mets les timecodes des sujets. Donc oui, effectivement. Et là, tiens, là, en cette heure de vidéo, m'intéresse entre les minutes 35 et 40. Je regarde mes 5 minutes, le reste, j'ai une idée. Et conclusion, je me sens moins frustré. Je sens qu'il y a plein de choses qui passent à la trappe, mais au moins, les trucs qui a priori pourraient m'intéresser le plus, j'arrive à les repérer. Chers auditeurs, chères auditrices, n'écoutez pas cet homme. Continuez à écouter les épisodes du Big Data Hebdo en entier, s'il vous plaît. Oh mince! Alors, on est à Devox et il y en a quand même qui ont été voir des conférences, puisque c'est pas le cas de tout le monde ici. Et on vient à Stéphane Devox nous pour disait voir qu'il des avait vu conférences? Ariga Atlas. On m'a menti. Ouais, juste avant de parler d'Ariga Atlas, je vais peut-être rebondir quand même sur les histoires de LLM. J'ai eu la chance de suivre la conf de Luc Julia en début de Devox, avec un sujet un peu polémique sur l'intelligence artificielle n'existe pas. Ouais. Bon, quand on suit toute la conf, en fait, l'objectif à la fin, enfin la finalité, c'est que Luc Julia, il croit beaucoup plus au LLM très spécialisé. Et finalement, tout ce que j'entends sur Windsurf, sur ce type de LLM, je pense que ça rejoint un peu ce sujet-là. C'est qu'en fait, il faut arrêter de croire qu'on va faire une LLM très générale qui va répondre à tous les sujets, mais plutôt que sur des sujets très précis, très ciblés, en fait, on va avoir quelque chose qui peut être utile, un outil vraiment pratique au quotidien. De toi pour rebondir. Et peut-être pas de LLM. Moi, je crois de plus en plus au SLM, au Small Language Model. Ouais. J'ai aussi beaucoup joué, je les ai installés dans des petits ordi, des petits NUC, et j'ai fait plein de démos pour ce qui est la compréhension des langages. Pour ce qui est pouvoir t'aider à des tâches comme faire des résumés et tout ça, tu n'as pas besoin d'un modèle à 700 milliards de paramètres, des modèles tout petits, que les modèles tout petits aujourd'hui, que c'est peut-être 1 milliard de paramètres, 3 milliards de paramètres, sont bien meilleurs que les modèles super haut de gamme d'il y a 1 année et demie. J'arrive à avoir des résultats aujourd'hui avec les dernières GEMA des modèles open source de Google sur 3 milliards de paramètres, en gros 3 gigas, 4 gigas de RAM, j'arrive à avoir de meilleurs résultats que ce qu'il y avait avec les OpenAI d'il y a 1 année et demie. C'est la différence, effectivement, ce truc qu'il y a entre la capacité sémantique du modèle et la capacité encyclopédique. La c'est toujours ce connaissance, truc. ouais. Tu vois, voilà.
effectivement, quand on fait du RAG, foncièrement, on a besoin juste d'un modèle qui est capable de comprendre ce qu'on lui demande et de comprendre le texte qu'on lui a fourni en contexte et de reformuler formuler une réponse. Exactement. Et effectivement, j'avais vu dans d'autres conférences, effectivement, le talk de Luc Julia, qui ne devait pas être très différent de celui qu'il a fait. Et effectivement, il disait ça. Vous allez avoir des modèles qui vont être très forts sur des petits segments de ce qu'on a à faire. Et là, on aura une intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle qui sait tout faire, finalement, il ne faut pas rêver. C'est un peu... Ça ne sera pas en tout cas de LLM. La techno LLM ne donnera pas une intelligence artificielle générale. C'est que la plupart des chercheurs sont d'accord, c'est que pour la AGI, pour l'intelligence artificielle générale, c'est une voie de garage. Il va être très bon pour faire certaines choses, comprendre le langage, générer le langage, se spécialiser, faire des RAG, aider à coder, mais les capacités d'intelligence artificielle générale sûrement viendront a priori d'autres types d'approches. Ce matin, il y avait une presse à Devox de Stefan Johnson, le créateur de Devox, qui montrait le plugin qu'il a écrit pour IntelliJ. C'est un plugin qui fait du LLM, donc il peut appeler plein de LLM différents, qui fait rebondir, donc lui fait créer du code par l'un et recorriger par un autre. Plus, il lui a plugué des tools dedans qui lui permettent d'accéder à Git, d'accéder à son file system et potentiellement d'en accéder plein. Et en fait, ça rebondit sur plein de choses et ça lui permet de faire plein de choses. Du coup, là, il montrait le LLM, il y avait un problème et il faisait un rip grep dans le code pour trouver la classe qui allait pas. Après, on le voyait ouvrir le fichier, on voyait lire le code et on le voyait rebondir sur d'autres fichiers parce qu'il avait trouvé qu'il y a des dépendances. Et là, on fait, mais c'est ouf, quoi. La même démarche qu'on aurait pu avoir nous en tant que développeurs de dire bah ouais, il y a un problème, je cherche le truc et puis je cherche. La même chose, le truc le fait. C'est dingue, c'est dingue. Et le fait de pouvoir rebondir avec plein de LLM différents, bah du coup, ils se corrigent entre eux, ils font des vrais modèles d'agents et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Ouais. Ça rejoint un peu ce que tu dis, le fait que les LM se corrigent entre eux. C'était un peu c'est Paul qui avait fait un talk lors d'une conférence qui s'appelait LLM as a Judge, et où il disait fondamentalement il n'y a pas mieux qu'un LLM finalement pour aller vérifier ce qu'un autre LLM a pu dire et vérifier si c'est cohérent, c'est ce genre de choses là. Et il n'y a pas mieux qu'un LLM pour entraîner un autre LLM, comme on a vu quand on a gratté un petit peu de côté de DeepSeek et d'autres. Effectivement, aujourd'hui, les LLM, pour ce type de tâches, ce que tu dis des plugins de Stefan Jensen, c'est un peu comme la façon de faire de Windsurf et modulo le fait d'en plus de pouvoir rebondir d'un à l'autre. Windsurf, c'est manuellement que tu peux changer au milieu de la séance de code d'un à l'autre, mais ces capacités-là de réagir, d'agir en tant qu'agent, mais aussi de réagir à l'information, mais tu es sûr de ce que tu as fait et tu le vois qu'il résonne et qu'il arrive à des conclusions, c'est assez épatant. Mais pour moi, des modèles très spécialisés pour des tâches spécialisées et des modèles relativement petits pour des tâches générales, ce qu'on appelle l'approche multimodèle, où tu as un LLM qui en vérité c'est 5 petits modèles spécialisés dans des trucs et un modèle un peu plus générique, ça marche super bien. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les gens de Docker aussi sont en train d'arriver dans la partie LLM. Ils commencent à faire l'industrialisation pour mettre dans la dernière version, ils ont introduit un équivalent d'Olama, du coup intégré dans Docker. Plus ils sont en train d'intégrer toute la partie MCP aussi en image Docker. Ce qui fait que l'industrialisation, en fait, elle va arriver, quoi, en fait. Ils sont déjà en train de préparer l'industrialisation. Il y a une très belle presse là, qui a été faite au Meetup GenAI, là, où ils parlent de ça, là, il y a quelques jours. Et franchement, ça arrive, quoi. C'est pas, on n'est plus... C'est maintenant, quoi. Moi, MCP, j'ai quand même pas mal d'années de métier, c'est la techno que j'ai vu l'attraction la plus impressionnante. Il faut se souvenir qu'il est sorti à la fin novembre dernier. À Noël, il y avait déjà des centaines de serveurs MCP, même si la techno n'était pas complètement mûre. Ils sont complètement itérés sur les spécifications. Ils sont sortis une nouvelle spécification au mois de mars. Tous les autres LLM se sont alignés derrière Anthropic pour supporter MCP. Tout l'outillage, toute l'approche agent de Windsurf, de plugins de Stéphane et tout, derrière, tu lèves le capot, c'est à base de MCP pour donner ces capacités agentiques au LLM.
c'est une techno que d'ailleurs, je suggère, toute modestie, si vous ne vous êtes pas intéressé, regardez parce que l'attraction, c'est simplement délirante. Bah, de toute façon, on est dans le phénomène habituel de, reprenons le vieux dicton qui consistait à dire la semaine dernière a été une année très dense, quoi. La compression de l'échelle de temps, elle est complète. Enfin, depuis que les LLM sont arrivés, moi je sais pas pour vous, mais moi je vois dans notre métier, depuis que les LLM sont arrivés, il y a une compression de l'échelle de temps qui est complètement démesurée, quoi. C'est-à-dire que. Je sais pas, je me dis que ça s'approche à ce que je lisais quand j'étais jeune, de la singularité et du fait qu'à un moment donné, certaines modifications technologiques fait que les progrès s'accélèrent jusqu'à un moment donné, ça va basculer dans un nouveau paradigme. Moi, j'aime bien la SF des années 60 et 70. Toute l'idée de la singularité technologique s'est basée sur une techno tellement disruptive, même si le mot est galvaudé maintenant, que fait que derrière les progrès s'accélèrent de façon exponentielle. Honnêtement, depuis une année, j'ai l'impression de vivre ça. Je ne sais pas vous. Les LLM surtout, ils peuvent tourner, ils peuvent coder toute la jour et nuit, quoi. Le truc se fatigue pas, quoi. Il continue à s'améliorer, à générer du code. Il va continuer à générer plein de code hyper rapidement. Alors après, il va falloir valider. Par contre, ça va faire de la dette, potentiellement de la future dette technique quand même. Parce qu'à un moment, d'autres LLM vont devoir corriger. Mais il y a un moment, il va falloir pouvoir réinjecter les logs de ton Datadog et autres produits dedans pour lui dire, bah regarde, il y a ça qui s'est passé, il y a ça le problème. Vas-y, corrige. Les données des bases de données, il va falloir leur donner pour dire ça le problème là, faut que tu fasses quelque chose, gars, faut que tu corriges. Enfin, il y aura des vrais problèmes. Ça va créer des sacrés trucs quand même. Après, je ne peux pas m'empêcher de donner quand même une petite idée politique, on va dire. C'est la société forcément va changer. Et je pense qu'on ne prend pas collectivement en tant que société la mesure de comment anticiper ces changements-là. Interdire les LLM, c'est ridicule, ça ne marchera pas, mais se cacher sous le sol et dire on va trouver, ça ne marchera pas non plus. En tant que société, ça pose la question de travail et de besoin de travail aussi. Toutes les questions autour de, et on revient sur les équivalents d'anticipation des revenus universels de base, d'un monde de post-travail commence à devoir se poser. Avant, on disait on a peut-être 20 ou 30 ans pour poser ces questions-là. Maintenant, je me dis qu'on a peut-être 2 ou 3 pour se les poser, quoi. Ouais, enfin, il y a quand même un truc qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on les paye pas, ces LLM, ou on les paye très très peu. Et que le jour où tu vas avoir la facture, la vraie, et que peut-être que ça te coûtera plus cher que d'un dev, en fait, tu n'utiliseras pas le LLM parce que ça va te coûter plus cher. Parce que ça sera beaucoup plus cher. Justement, avec des petits modèles qui tournent super bien sur un vieux Mac M1 comme ça ou sur un petit NUC, pour moi, la phase dans laquelle l'LLM consomme des GPU à gogo et ont besoin de ressources de l'Iran, c'est une phase. C'est une phase parce que ça n'a pas été optimisé, on est en hypercroissance. Quand je te dis qu'aujourd'hui, littéralement, tu peux faire tourner dans un petit ordinateur des choses qui marchent mieux que ce qu'une année et demie te demandait un data center complet, j'exagère pas. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, économiquement, ne sont pas viables. Justement, c'est comme si tu compares les gros mainframes IBM des années 70 ou les ordinateurs qui ont mis à l'homme sur la Lune, qui ont moins de puissance de calcul que ma petite montre Garmin à Deval, quoi. Et je ne t'exagère pas, c'est là le problème. Donc pour moi, ça c'est une phase. Et le fait de partir sur des modèles plus petits et de spécialiser va accélérer encore plus ces phases. C'était la grande révolution de DeepSeek à Noël. À Noël, ça semble une éternité. À Noël, c'est à Noël d'il y a 5 ans. Non, c'est il y a 3 mois. C'était être capable d'entraîner avec une fraction des prix que ça le coûte à OpenAI. Et tout ce type d'évolution fait que ces technos-là vont se démocratiser encore plus. Si tu vas, le dernier modèle Gemma de Google, ça tourne sur un téléphone. Et je ne parle pas d'un Apple haut de gamme, je te parle d'un Pixel 7a
que ce n'est pas le plus gros des marchés. J'ai mon petit modèle Yema qui tourne, auquel je peux les poser des questions et ils comprennent le langage naturel et ils répondent. Et ce type de choses, c'est le démarrage. Donc l'idée qu'il va falloir tout un data center et qu'on va brûler des hectolitres d'eau pour générer des images Ghibli, c'est vraiment un truc qui ne durera pas. Donc c'est pour ça que je pense qu'en termes économiques, ça va être malheureusement, heureusement, je ne sais pas me prononcer, mais moins cher pour beaucoup de tâches qu'avoir des humains. Mais par contre, si tu n'as pas des humains qui arrivent à payer les choses derrière, l'économie s'effondre. Donc tu arrives au point qu'il faut trouver. C'est l'éternel sujet qu'on a eu par le passé dans l'ère industrielle, de robotiser des usines et d'avoir des corps de travailleurs. Hein. C'est l'éternel sujet qu'on a. Hein. Sauf qu'à puissance 2 ou 3. Quoi. Ah ouais, là, on est à un ordre de magnitude au-dessus. Hein. C'est évident, hein, c'est clair, bien sûr. Pardon. Tous les gens qui faisaient de l'offshore, des choses comme ça va complètement remettre en question cette manière de faire, quoi. Ils vont plus pouvoir, enfin ça va plus être viable quoi de faire de l'offshore. Soit on fera de l'offshore avec des Indiens qui utiliseront des LLM, mais à ce moment-là autant avoir le LLM à la maison et avoir la réponse dans la seconde plutôt que d'attendre un jour et demi que le mec réponde quoi. Ouais Stéphane, bon, après cet intermède introductif, revenons à nos moutons. Sur le sujet que tu nous disais tout à l'heure, là tu as vu une conférence sur Ariga Atlas. Alors on change carrément de domaine. On change de sujet, de scope complet. Là, on revient sur les trucs, les bons fondamentaux de l'informatique, la CI/CD, et là sur une problématique assez particulière qui est de faire évoluer en fait nos schémas de base de données. Donc en fait, on est capable aujourd'hui de mettre en place pas mal de choses autour de la CI/CD. Nous, on travaille sur un projet depuis plus de 2 ans. On a mis en place la méthodologie GitOps. Donc on déploie en automatique en production des différents clients. Donc tout ça à partir de Git. En fait, on a une seule source de vérité, c'est Git, et il n'y a plus d'opérations manuelles en production. Et pour la partie base de données, on était toujours un peu embêté. Et on a mis en place une solution qui est assez pratique, assez simple, qui s'appelle Flyway, qui permet de gérer comme ça assez facilement les évolutions de modèles. S'assurer qu'en fait on est bien conforme et que ce qu'on est en train de déployer, on n'est pas en train de tout casser parce qu'on a oublié de passer un ordre SQL un petit peu à l'arrache sur la prod. Donc Flyway c'est plutôt pas mal. Par contre on reste en fait sur une logique un peu impérative, là où dans la méthodologie GitOps l'idée c'est de faire du déclaratif, donc en gros de décrire l'état souhaité, et en gros on laisse le système analyser, voir s'il est en résoudre le gap, ouais, voilà. Exactement. Et là, du coup, Ariga Atlas, son positionnement, c'est de pouvoir faire du déclaratif avec des schémas de base de données, avec quelque chose qui semble plutôt pas mal. En tout cas, ce qu'on a vu sur la conf, c'est plutôt prometteur. Maintenant, il faut qu'on mette un peu les mains dans le cambouis, comme on dit. Mais l'idée, c'est ça, on décrit en fait le système cible. Le système compare avec ce qu'il a en recette, en production, enfin là où il doit déployer. Il en déduit en fait des changements sur la base. Il est capable de proposer en fait des plans automatisés, des alter tables, etc. en fonction des changements qu'il a détectés. On peut mettre ça dans un workflow pour qu'on garde un petit peu d'humain. Parce qu'on ne sait jamais. En tout cas, je pense au tout début, quand on déploie la solution, je pense qu'on va garder l'accès au clic-souris pour dire « Ok, je valide, c'est bon ». Et donc, voilà, donc on a trouvé ça intéressant. Et donc, on a vu pas mal de confs. On est au Devoxx. Donc, sur tout ce qui est automatisation, CI/CD, etc. Et là, c'est une solution qui semblait intéressante dans le domaine des bases de données. Voilà. Alors, on a parlé d'un précédent épisode de SQL Mesh,
qui lui a, je crois, hein, je voudrais pas me tromper, la capacité à faire cette analyse justement entre le format d'une table à un instant T, la version N-1 qui avait de cette table, et je crois qu'il par son analyse de l'arbre syntaxique SQL de l'ordre de création, il est capable de faire la différence entre les deux. Je suis pas absolument certain que ça aille jusque là. Mais je pense qu'il y a quand même un sacré boulot qui a dû être fait quand même pour pouvoir faire ce diff entre l'état voulu et l'état précédemment connu. Oui, sûrement. Il y a du taf. Après, nous, on recherche aussi des solutions qui soient facilement déployables. On travaille sur des architectures Kubernetes. On développe des plateformes multi-clients avec des versions différentes par client, etc. Et donc, on veut absolument éviter de mettre les mains à chaque fois qu'on fait une mise en prod. Donc, il faut absolument qu'on trouve à la fois des solutions qui fassent le job, mais aussi qui soient simples à déployer, que ça ne devienne pas une usine à gaz dans une architecture qui est déjà relativement complexe, avec beaucoup de composants. Voilà. Merci, c'est cool. Bon, comme d'habitude, on avait évidemment d'autres trucs dont on aurait voulu parler, mais on est rattrapé par l'horaire. Et merci à tous d'être venus, c'était super. Ça me fait plaisir en plus de vous rencontrer. C'est toujours un moment bien sympa. Pour reprendre la formule consacrée, on espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode qu'on a eu à l'enregistrer. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!